Voilà, je vous remercie d'abord l'Académie, le Collège Belgique, et je vous remercie aussi d'être présent. Après avoir vu un exposé très fondamental qui va vraiment au cœur du fonctionnement des cellules souches, vous allez peut-être trouver que la partie qui va vous être présentée ici est beaucoup plus terre-à-terre et d'apparence beaucoup plus grossière, mais c'est finalement la finalité pour laquelle Cédric Blancpain travaille aussi, c'est de pouvoir un jour que ces découvertes s'appliquent chez l'homme. Et dans le domaine dont je vais vous parler, qui est celui des cellules souches hématopoïétiques, donc les cellules souches qui fabriquent les cellules sanguines, vous allez voir qu'on a commencé à les appliquer avant même de comprendre quoi que ce soit à leur fonctionnement. C'est venu parce que dans les premiers essais de greffe de cellules souches hématopoïétiques ont été faits à la fin des années 50, quand on a constaté chez certains malades qu'il y avait eu une destruction complète de leur moelle osseuse, accidentelle, par exemple par irradiation. Ils étaient tout à fait dépourvus de cellules sanguines, leur moelle osseuse ne fabriquait plus de cellules sanguines. On s'est dit, on va leur greffer la moelle de quelqu'un d'autre pour essayer de régénérer leur moelle et donc de régénérer leur sang. Dans les années 50, ça ne marchait pas du tout parce qu'on n'avait pas encore bien compris qu'il fallait une compatibilité, et ce sont les découvertes notamment de Jean Dosset du système de compatibilité humain-HLA qui a permis alors dans les années 60 déjà, à la fin des années 60, d'obtenir les premiers succès, les premières greffes de cellules souches hématopoïétiques qui ont soigné, guéri des malades. Donc on fait ça depuis très longtemps, alors qu'on ne comprenait pas bien le fonctionnement de ces cellules souches, on les appliquait déjà. Et donc vous avez déjà vu ce schéma, je ne vais pas y revenir, mais je vais le voir pour son application chez l'homme. Ces cellules souches qui sont, on vous l'a expliqué, capables de s'auto-renouveler, mais également de s'engager dans des voies de différenciation en passant par des stades que l'on appelle de cellules progénitrices, qui sont encore capables de se multiplier considérablement. Et ces cellules souches et ces cellules progénitrices sont porteuses, entre autres bien entendu, d'un antigène de surface qu'on appelle le CD34 et qui en clinique est un antigène tout à fait pertinent dont on utilise les propriétés en clinique. Et puis les cellules vont donner des cellules déjà plus différenciées, celles que l'on peut observer au microscope lorsqu'on regarde une moelle osseuse. Ce sont des précurseurs des cellules sanguines, ce sont les cellules qu'on peut voir au microscope, identifier au microscope, et enfin, passant dans le sang, les cellules plus matures, les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes sanguines. Et je vous dis tout de suite que quand on fait une greffe de cellules souches hématopoïétiques, on ne fait pas du tout une greffe uniquement de ces cellules souches. On fait en fait une greffe de toute cette mixture, de toute cette toutouille de cellules matures, intermédiaires, dans lequel il y a un tout petit peu de cellules souches. Mais tout ce qu'on va greffer sur la droite de cette plia ne sert pratiquement à rien, on s'en passerait bien. La seule chose qui est importante, c'est la toute petite quantité de cellules souches que l'on va transplanter au sein de ce greffon assez grossier. Alors pourquoi réalise-t-on des greffes de cellules souches? Je l'ai évoqué d'abord, ce sont des maladies non cancéreuses, c'est-à-dire des maladies génétiques ou acquises de la moelle osseuse qui font que cette moelle ne fabrique pas bien un type de cellules sanguines, par exemple uniquement les globules rouges, ou alors l'ensemble des cellules sanguines ne sont pas bien fabriquées. Et donc l'idée est très simple, on a une moelle qui est gravement malade, génétiquement ou de façon acquise pendant la vie, on ne peut pas réparer cette moelle par des médicaments, on va donc donner la moelle d'un donneur sain qui va permettre de reconstituer un fonctionnement tout à fait harmonieux de l'ensemble de la moelle osseuse. Mais ça, même si ça paraît être l'indication idéale de la greffe de cellules souches hématopoïétiques, ce n'est qu'appliqué à une fraction de l'ensemble de ces greffes. Pourquoi? Parce que la majorité des greffes de cellules souches hématopoïétiques sont en fait réalisées pour traiter des cancers, des leucémies en particulier, mais également d'autres formes de cancer. Et là, le but de la greffe n'est pas de remplacer un mauvais fonctionnement des cellules de la moelle osseuse qui ne seraient plus capables
de fabriquer les globules rouges et les globules blancs de la plaquette, mais c'est d'abord et avant tout de tuer les cellules cancéreuses, et de tuer de la façon la plus grossière et la plus banale qui soit, c'est-à-dire en utilisant de la chimiothérapie, de la radiothérapie, mais pas à dose conventionnelle que l'on fait de façon courante pour traiter les cancers chez la plupart des patients, à dose ici massive pour vaincre la résistance potentielle des cellules cancéreuses à des doses standards de chimiothérapie ou de rayons. On va utiliser des doses massives en se disant, comme ça, on va vraiment les tuer définitivement. Mais en faisant ça, évidemment, on va tuer la moelle osseuse normale aussi. On ne va pas tuer que les cellules cancéreuses. On va aussi tuer les bonnes cellules souches de la moelle osseuse. Et donc, les patients vont mourir si on applique ce type de traitement sans greffer des cellules souches après. Et donc, on applique ces traitements pour tuer le cancer. Effet secondaire, on tue aussi toute la moelle osseuse. Heureusement, on rattrape cet effet secondaire en greffant de nouvelles cellules souches aux malades. Donc la greffe ici est un peu conçue simplement pour compenser un effet secondaire mortel de la chimiothérapie et de la radiothérapie. On verra plus loin que ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, simplement à titre d'exemple, quel type de cancer on traite couramment par des greffes de cellules souches hématopoïétiques? On peut distinguer qu'on traite des leucémies aiguës ou chroniques. Et là, dans la plupart des cas, on réalise ce qu'on appelle des allogreffes, c'est-à-dire que l'on greffe des cellules souches d'un donneur sain vers un malade. Il y a d'autres types de cancers, comme des lymphomes de Hodgkin, des lymphomes non hodgkiniens, qui sont des cancers ganglionnaires, ou des myélomes, qui sont des cancers aussi de la moelle osseuse. Et là, dans la plupart des cas, à l'heure actuelle, on traite par des autogreffes, c'est-à-dire que l'on va greffer au malade ses propres cellules souches après avoir administré les chimiothérapies ou rayons à très haute dose. Alors, pour réaliser évidemment une allogreffe, il faut un donneur. C'est là que je reviens à la compatibilité HLA, découverte évidemment essentielle qui a conditionné le développement des greffes de cellules souches hématopoïétiques. Vous avez là une représentation extrêmement simplifiée parce que c'est évidemment beaucoup plus complexe des gènes du système de compatibilité, d'histocompatibilité humaine, où sur 2 chromosomes de la mère se trouvent des HLA, molécules essentielles, le HLA-A, le HLA-B, le HLA-D, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est extrêmement simplifié. Et la transmission est une transmission tout à fait mendélienne, c'est-à-dire que chaque enfant reçoit un haplotype d'un chromosome de sa mère et un autre haplotype d'un chromosome de son père. Il y a donc 4 combinaisons possibles qui, par les lois de Mendel, sont représentées chacune avec 25% de chances de se passer chez un enfant. Alors ça, évidemment, c'est le cadre où on recherche un donneur dans la famille. C'est assez simple, il n'y a que 4 combinaisons possibles, et donc chacun des frères et sœurs a une chance sur 4 d'être compatible avec le malade. Lorsque on ne trouve pas un donneur dans la famille, les choses se compliquent considérablement, parce que le système HLA est extrêmement complexe. Chaque antigène A, B ou D peut prendre un polymorphisme extrêmement important, et donc veut prendre des valeurs de compatibilité très diverses. Et lorsque l'on s'adresse à la population mondiale et qu'on recherche des donneurs volontaires non familiaux, non apparentés, on est confronté à une diversité génétique du système HLA extrêmement difficile, et donc la probabilité de trouver un donneur compatible est beaucoup plus difficile. Et donc comment est-ce qu'on s'y prend à ce moment-là? Un patient référé au centre de greffe va consulter le registre belge des donneurs de moelle. Il y a 50 000 donneurs en Belgique, donneurs volontaires, qui ont fait une prise de sang qui a servi à déterminer leur groupe HLA. Et ça est stocké dans un ordinateur. Et le registre belge, lui, est connecté à tous les registres mondiaux, en Amérique, en Allemagne, ainsi de suite. Et au total, dans le monde entier, il y a 15 millions, à l'heure actuelle, plus de 15 millions de donneurs volontaires qui ont fait cette prise de sang pour déterminer le groupe HLA. Et on va confronter le groupe HLA du patient avec le groupe HLA de l'ensemble des 15 millions de donneurs. Et donc, dans certains cas, on va trouver peut-être 1000 ou 2000 donneurs potentiels pour un patient, c'est assez rare. Dans certains cas, on va en trouver 3, 4,
Dans certains cas, on ne va jamais en trouver parce que certaines combinaisons HLA chez un patient sont très fréquemment retrouvées dans la population mondiale et d'autres combinaisons HLA sont beaucoup plus rares. Alors, après avoir parlé du donneur, la réalisation de la greffe, on peut la schématiser en 3 étapes. Ces 3 étapes, elles sont présentées ici. Première étape, c'est ce qu'on appelle le conditionnement, la préparation à la greffe. En gros, dans les 8 jours qui précèdent la greffe, c'est la fameuse administration de la chimiothérapie et des rayons à haute dose pour essayer de tuer la leucémie du malade. On appelle ça le conditionnement. Deuxièmement, l'injection des cellules souches. On va voir d'où elles proviennent, mais l'injection est extrêmement simple. On met les cellules souches dans une poche et on les transfuse par voie intraveineuse et elles vont tout naturellement aller s'accrocher dans l'environnement qui leur est familier, qui leur est favorable, qui est celui de la moelle osseuse. Donc elles circulent dans le sang et elles vont finir par s'accrocher dans la moelle osseuse. Troisième étape, il faut évidemment que ces cellules souches se remultiplient, régénèrent, redonnent les cellules sanguines. C'est la phase de récupération, de régénération hématopoïétique. Et puis, au-delà de ça, c'est là que les choses se compliquent. C'est toutes les complications que l'on peut observer dans ces différentes phases, complications sur lesquelles je vais revenir. Et donc, toute la partie de gauche est finalement très très simple. La chimiothérapie, c'est assez simple à administrer, c'est de fortes doses, mais ce n'est pas très technique. Le prélèvement des cellules souches et leur injection, c'est également assez simple, ce n'est pas très technique. La récupération, elle se fait toute seule, les cellules régénèrent, mais toute la partie compliquée de la greffe de cellules souches, c'est tout ce qui se passe après, c'est tout le management des complications, et je vais y revenir sur certaines. Alors, la première étape de conditionnement, vous avez ici représenté en rouge étoilé des cellules cancéreuses de la moelle osseuse du patient, qui sont toujours présents au moment où on va le greffer, où on va le conditionner, et donc on va lui administrer des fortes doses de chimiothérapie et ce qu'on appelle une TBI, c'est-à-dire Total Body Irradiation, c'est-à-dire des rayons sur l'entièreté du corps. Ce n'est pas comme la radiothérapie habituellement, on cible le plus précisément une tumeur. Ici, on va irradier le corps entier, la moelle dans tous les os du corps. C'est le conditionnement. Et que l'on fasse une autogreffe ou une allogreffe, c'est vraiment la même chose, le même principe, très haute dose de chimio de rayon pour essayer de tuer au maximum les cellules leucémiques. Alors, quand je dis de très haute dose, c'est des doses qui sont de 2 à 10 fois les doses maximum tolérées dans les chimiothérapies conventionnelles. Donc, dans une chimiothérapie conventionnelle, la limitation de la dose est due aux effets secondaires de cette chimiothérapie. On ne peut pas administrer n'importe quelle dose parce qu'on donne des effets secondaires. Et les effets secondaires les plus fréquents, les plus limitants, c'est les effets secondaires de la chimiothérapie sur le fonctionnement de la moelle osseuse. C'est-à-dire l'organe le plus sensible à la chimiothérapie au point de vue effet secondaire, c'est la moelle osseuse. Et donc bien souvent, on ne peut plus continuer dans un système de chimiothérapie conventionnelle à augmenter les doses parce que la moelle ne le supporterait pas. Elle serait définitivement lésée, voire détruite par ces doses de chimiothérapie. Ici, on s'en fiche. Cette limitation de la toxicité sur la moelle osseuse, on s'en fiche. On va détruire complètement la moelle osseuse, puisque de toute façon, on va regreffer une nouvelle après. Donc on s'en fiche de détruire la moelle existante. On peut régénérer avec la greffe. Par contre, en montant comme ça de 2 à 10 fois les doses, on commence à atteindre les limitations toxiques pour les autres organes. On va flirter avec des toxicités plus sévères, du foie par exemple, ou d'autres organes. Le but également du conditionnement est, en éliminant la moelle osseuse normale, en quelque sorte de faire de la place dans les os pour la nouvelle moelle que l'on va greffer. Et enfin, dans le cas des allogreffes, donc quand on greffe des cellules souches d'un donneur à un receveur, le but est également d'éradiquer le système immunitaire du receveur. Pourquoi? Parce que le système immunitaire du receveur est là pour reconnaître les éléments étrangers, et quand on greffe des nouvelles cellules souches, la réaction naturelle, spontanée d'un système immunitaire, c'est de rejeter l'organe ou les cellules qu'on lui greffe. Et dans les greffes de cellules souches hématopoïétiques, ce rejet est vraiment très facile à faire. Et donc, le conditionnement par haute dose de chimio de rayon sert aussi à tuer le système immunitaire du malade, de façon à ce qu'il ne puisse plus rejeter la greffe. Et ce système immunitaire va se reconstituer
à partir des cellules souches qu'on va lui greffer. Alors, deuxième étape, l'injection du greffon. Dans le cas d'une allogreffe, on comprend très bien le système. On prélève les cellules souches, on va voir comment chez le donneur. On les met dans une poche et on transfuse ça chez le patient. Et ça se passe généralement le jour même de la greffe. On prélève les cellules souches chez le donneur et on les transfuse fraîches au donneur. Dans le cas d'une autogreffe, évidemment, on ne peut pas lui prélever les cellules souches au moment où on vient de lui administrer la chimiothérapie. Et donc, ce que l'on fait, bien avant la greffe, ça peut être des semaines, voire des mois avant la greffe, on aura prélevé chez le malade ses propres cellules souches. On les congélera dans l'azote liquide à moins 180 degrés où elles peuvent rester des mois, voire des années. Et le jour de la greffe, on va sortir les cellules souches de l'azote, les décongeler et les injecter par voie intraveineuse au malade. Alors ces cellules souches du donneur ou du patient lui-même, d'où peut-elle provenir? Évidemment, les cellules souches hématopoïétiques, leur habitat naturel, c'est la moelle des os. C'est là que les cellules souches hématopoïétiques fabriquent les cellules du sang, c'est là qu'elles vivent, se multiplient, se développent. Et donc la façon la plus logique d'aller les chercher, c'est d'aller dans les os, prendre cette moelle osseuse. Ça se fait assez simplement. On prend une aiguille, on va à travers la peau, dans l'os, surtout l'os du bassin, et une fois que l'aiguille est à l'intérieur de l'os, on connecte une seringue, on aspire de la moelle osseuse, et la moelle osseuse vient un peu comme du sang en plus épais. C'est un mélange en fait de sang et de moelle osseuse. Donc c'est sous une forme liquide. La difficulté, c'est qu'on ne fait pas une ponction chez un malade pour prendre toute sa moelle, on doit faire 200 ponctions pour avoir la quantité suffisante de moelle. Alors bien entendu, on ne peut pas faire ça sans faire une anesthésie générale. C'est pour ça que ça se fait en salle d'opération sous anesthésie générale pour pouvoir faire les 200 ponctions qui vont nous ramener la quantité suffisante et nécessaire de cellules souches. Je vous dis tout de suite qu'on ne le fait presque plus, d'aller chercher les cellules souches dans la moelle osseuse, parce qu'on a maintenant des moyens de faire sortir les cellules souches de la moelle osseuse dans le sang. Normalement, dans le sang, il n'y a pas de cellules souches qui circulent. Mais, par certains médicaments, on peut faire sortir les cellules souches de la moelle dans le sang. Et là, alors, c'est plus facile de les collecter. On branche dans le bras d'un côté un cathéter qui est relié à une machine. La machine aspire le sang. Par centrifugation différentielle, elle fait une sélection de la partie du sang qui contient les cellules souches et elle rend dans l'autre bras tout ce qui est inutile, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, le plasma. Et donc le sang du malade ou du donneur circule dans cette machine en continu pendant 4 heures et on fait une espèce d'écrémage de la partie du sang qui contient les cellules souches et au bout du compte, on sort avec une petite poche 200 ml d'un concentré de sang qui contient les cellules souches. Ça, c'est la façon la plus habituelle de faire de nos jours. Enfin, le sang de cordon. Pourquoi le sang de cordon? Parce que chez l'embryon et chez le fœtus, l'hématopoïèse, c'est-à-dire la fabrication des globules rouges, ne se fait pas tout de suite dans la moelle osseuse, elle se fait d'abord principalement dans le foie. Et dans la vie fœtale, à la fin de la vie fœtale, les cellules souches hématopoïétiques qui sont dans le foie migrent via le sang pour aller s'implanter dans la moelle osseuse. Et chez un enfant ou chez un adulte, la fabrication des cellules du sang ne se fait que dans la moelle osseuse, mais pas chez le fœtus. Et donc au moment de la naissance, il y a encore pas mal de cellules souches qui circulent dans le sang. Et donc lorsque le bébé est né, l'accouchement se passe normalement, on ne change rien à l'accouchement. Après avoir clampé et coupé le sang de cordon, on peut récupérer du sang du bébé qui est resté dans le placenta. Donc c'est du sang qui normalement est jeté, est éliminé, mais on peut le récupérer dans une poche, le congeler, et il contient une dose suffisante de cellules souches pour pouvoir greffer un patient. Et alors là, je ne peux pas m'empêcher de mentionner évidemment le Télévis, puisque au niveau de la Belgique, la banque de sang de cordon s'est développée grâce au soutien du Télévis et en particulier grâce au soutien personnel de Madame Simone au projet. Et donc, grâce à ce soutien-là, par million d'habitants, la Belgique est le pays au monde qui a collecté et stocké dans ses banques le plus de cellules souches, le plus de sang de cordon au monde
par million d'habitants évidemment. Aux États-Unis, il y a un nombre absolu plus grand, mais par million d'habitants, c'est la Belgique qui est numéro 1, et c'est un hommage qu'il fallait faire. Alors, juste pour mentionner, revenir un court instant aux cellules souches du sang périphérique, vous voyez ici en rouge les globules blancs dans le sang, et en bleu les cellules souches et les progéniteurs qui sont porteurs. Vous vous rappelez la première diapositive, je dis qu'il y a un antigène à la surface de ces cellules qui est le CD34 qui nous permet de les identifier. Eh bien, normalement dans le sang, vous voyez au jour 0 aucun CD34 dans le sang, donc dans le sang normal il n'y a pas de cellules souches qui circulent, mais si on donne un médicament qu'on appelle un facteur de croissance, qui est le G-CSF, maintenant on a d'autres molécules qui vont couper l'adhésion des cellules souches dans la moelle osseuse et qui font aussi sortir les cellules souches, eh bien on peut engendrer pendant quelques jours le passage d'un grand nombre de cellules souches dans le sang. Et vous voyez les deux barres bleues qui représentent, au moment où toutes ces cellules souches là circulent dans le sang, on peut brancher le donneur sur une machine et collecter ces cellules souches PBSC, c'est Peripheral Blood Stem Cells. Donc cellules souches du sang périphérique. Alors, il y a 3 sources de cellules souches, la moelle, le sang périphérique et le sang de cordon. Qu'est-ce que ça donne quand on greffe ces cellules? Ce n'est pas les mêmes cellules en fait, pas tout à fait les mêmes. Bien sûr, ce sont toutes des cellules souches hématopoïétiques, mais lorsqu'on fait la greffe, et ici on est au jour 0, c'est le jour de la greffe, dans les 10 jours qui précèdent, on fait le conditionnement, très haute dose de chimio de rayon pour tuer la leucémie, tuer aussi la moelle normale du receveur, et puis au jour 0, on injecte les cellules souches. Et vous voyez ici le taux de neutrophiles, qui sont les globules blancs qui nous protègent contre la plupart des infections. Et comme on a détruit la moelle osseuse, on ne fabrique plus de globules blancs, et donc on est dans une zone avec pratiquement 0 globules blancs pendant un certain temps, donc grande zone de danger au point de vue d'infections qui peuvent être mortelles. Et vous voyez que si on injecte des cellules souches du sang périphérique collectées dans le sang périphérique en rouge, des cellules souches qu'on est allé chercher dans la moelle osseuse, ou des cellules souches d'un sang de cordon, la vitesse avec laquelle la moelle régénère est tout à fait différente. 10 jours pour commencer à avoir une régénération du sang périphérique, 20 jours pour la moelle osseuse, 30 jours pour le sang de cordon. Donc, c'est pour ça qu'on favorise nettement, si c'est possible, la greffe de cellules souches du sang périphérique, parce que ça prend plus vite et ça sort le malade de cette zone de danger plus rapidement. Alors, tout ça c'est la partie facile, il y a toutes les complications. Je ne vais pas évidemment décrire toutes les complications possibles, je vais me focaliser sur un type de complications. Bien entendu, je l'ai dit, le conditionnement à très haute dose de chimio de rayon, bien entendu, risque d'effets secondaires directement liés à ce traitement. Les infections, je viens d'en parler maintenant, mais ça peut se passer aussi beaucoup plus tard, dans les mois qui suivent, parce que le système immunitaire ne régénère pas complètement aussi vite que ça. Et puis, je vais plutôt m'intéresser aux 2 dernières parties, qui sont les interactions entre le donneur et le receveur, et malgré la greffe, le cancer, la leucémie, peut rechuter. Ce sont ces 2 problèmes que je vais un peu plus regarder. Donc nous avons un donneur qui donne un greffon de cellules souches hématopoïétiques, et nous avons le receveur, le malade, qui reçoit la greffe et qu'on appelle également l'hôte. Comme dans toute greffe d'organe, si vous greffez un rein, vous greffez un foie, l'organe peut être rejeté, le greffon peut être rejeté par le système immunitaire de l'hôte, du receveur. Ça c'est le rejet classique qui n'existe que très peu dans les greffes de cellules souches hématopoïétiques, parce que le conditionnement par très haute dose de chimio de rayon a détruit le système immunitaire du malade. Il n'est plus capable de rejeter. On l'a détruit sa capacité. Par contre, le nouveau système immunitaire, il va se développer à partir du greffon. Et ce greffon qui vient d'un autre individu va se trouver soudainement dans un corps qui lui est tout à fait étranger. Et donc ce n'est pas le corps du malade qui va vouloir rejeter le greffon, c'est le greffon qui va vouloir rejeter le malade, s'attaquer à lui. Il ne peut pas vraiment à proprement parler le rejeter, mais il peut attaquer ses organes. C'est ce qu'on appelle la maladie du greffon contre l'autre. Et vous le verrez en anglais, GVHD, Graft versus Host Disease, maladie du greffon contre l'autre. Alors,
On en distingue deux formes, si on veut. Il y a avant le 100e jour post-greffe, on appelle ces maladies les maladies aiguës. Et à quoi est-ce qu'elles sont dues? Elles sont dues au fait que les cellules du système immunitaire, les lymphocytes, et en particulier les lymphocytes T, vont être activées par deux choses. D'une part, par les hautes doses de chimio de rayon, il va y avoir toutes sortes de substances qu'on appelle des cytokines qui vont être libérées de façon massive dans le sang et qui vont activer de façon non spécifique les cellules du système immunitaire. Et d'autre part, les différences entre le donneur et le receveur au point de vue du système HLA qui détermine l'identité d'un individu, ces différentes vont aussi activer les lymphocytes à réagir contre le receveur. Et tout ça ensemble va donner une réaction qui peut toucher principalement l'intestin, donner de la diarrhée, le foie, donner un ictère, de la jaunisse, et la peau, donner des éruptions plus ou moins sévères. Selon la gravité, cette réaction n'est pas systématique. Certains patients n'en font pas, d'autres font un peu, d'autres font de très fortes réactions. Mais il faut considérer qu'à peu près la moitié des malades vont faire une réaction qui va nécessiter de la traiter. Donc c'est quand même quelque chose de fréquent. Et puis, après le 100e jour, plus tard, progressivement, peut apparaître ce qu'on appelle une maladie du greffon contre l'autre chronique, où là, bien entendu, les différences et disparités HLA entre le donneur et le receveur peut aussi toujours activer les lymphocytes T, mais également l'autre catégorie de lymphocytes, les lymphocytes B, qui fabriquent normalement les anticorps, peuvent être anormalement activés, et ça ressemble un petit peu aux maladies qu'on appelle les maladies auto-immunes. Il y a, vous savez, certains malades, tout à fait en dehors des greffes, dont le système immunitaire peut se dérégler et se retourner contre leur propre corps. On a mis des maladies auto-immunes. Eh bien, ça peut se passer aussi ici. Et là, à ce moment-là, on peut faire des maladies du greffon contre l'autre chroniques qui peuvent le plus souvent toucher la peau et le foie. Et ça peut être pas trop grave et on laisse ça comme ça. C'est des maladies limitées. Mais elles peuvent, dans 30% des malades, être plus graves au niveau de la peau ou du foie ou toucher d'autres organes. Et finalement, n'importe quel organe, pratiquement, de l'organisme peut être attaqué par le greffon et donner cette maladie. Ça survient, cette forme qu'on doit traiter, extensive, chez à peu près un malade sur 3 qui a eu une greffe de maladie, une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Maintenant, on va donner des médicaments pour essayer de prévenir la maladie, pour l'empêcher de se développer. Ce sont des médicaments qu'on appelle immunosuppresseurs. Et ces médicaments vont n'être administrés que pendant 6 mois à 1 an. Alors que pour une greffe de rein ou de foie, généralement, à vie, on doit garder des médicaments immunosuppresseurs. Ici, on va le faire que pendant 6 mois à 1 an. Sauf s'il y a de la maladie du greffon chronique qui se développe, alors on va traiter plus longtemps. Mais sinon, 6 mois à 1 an. Et qu'est-ce qui se passe après ces 6 mois à 1 an? Le système immunitaire du donneur va être tolérant, va devenir tolérant vis-à-vis des organes du malade receveur. Il va être rééduqué, on va lui réapprendre que maintenant son environnement c'est ce corps-là et il va devenir tolérant vis-à-vis du corps, il va cesser de réagir. Chez certains malades, cette tolérance n'est jamais acquise, mais chez l'énorme majorité des malades, après 6 mois et 1 an, c'est l'idéal, parfois après 2 ans, parfois après 3 ans, mais cette tolérance est généralement acquise à un moment et il n'y a plus besoin de médicaments immunosuppresseurs. Par contre, si la maladie du greffon contre l'autre se manifeste, se développe, qu'elle soit aiguë ou chronique, on traite par de la cortisone et si la cortisone ne fonctionne pas, on a encore beaucoup d'autres médicaments alternatifs possibles. Alors, le côté le plus fascinant peut-être de la greffe de cellules souches hématopoïétiques, c'est ce qu'on appelle l'effet de la greffe contre la tumeur. Parce que ce système immunitaire du donneur peut réagir, et c'est évidemment un effet qu'on ne désire pas, mais peut réagir contre les organes sains du malade et l'attaquer, on vient de le voir, c'est la maladie du greffon contre l'autre, mais il a également la capacité de reconnaître les cellules cancéreuses chez le malade qui pourraient avoir résisté au conditionnement de haute dose de chimio de rayon. Il y a des cellules cancéreuses qui peuvent résister à ça.
le système immunitaire du donneur peut reconnaître ces cellules comme étant des cellules cancéreuses et aller les tuer, les attaquer et les détruire. Et on a constaté ça comment? Au départ, on a fait simplement des observations. On a fait des greffes, et qu'est-ce qu'on a constaté? Vous voyez la partie gauche, c'est le taux de rechute après la greffe. C'est une leucémie aiguë, une forme de leucémie aiguë qu'on a traitée par greffe de cellules souches, ici au genre 0, et on a observé que certains malades rechutaient malgré la greffe. Eh bien, si le donneur était... je ne parviens pas à récupérer la flèche. Bon, si le donneur est ligne inférieure, vous voyez dans le cadre blanc, la ligne inférieure, c'est le taux de rechute, à peu près 20%, lorsque le donneur était un frère ou une sœur qui était simplement compatible avec le malade. Par contre, si on utilisait le donneur soi-disant idéal, c'est-à-dire un vrai jumeau, où là, il n'y a pas de problème de compatibilité entre le donneur et le receveur, il n'y a pas de maladie de greffon, c'est un vrai jumeau, ils sont identiques au point de vue génétique, eh bien, on voyait que 60% des malades rechutaient. Donc, beaucoup plus de rechutes avec le donneur idéal, pensait-on. Deuxième type d'observation, ce sont là des courbes de survie. Donc, on voit en fonction des années après la greffe, le pourcentage de patients qui restent vivants sans rechuter de leur maladie. Et vous voyez que sur la ligne tout en bas, ce sont les malades qui ne faisaient pas de maladie du greffon contre l'autre. Et puis la ligne au-dessus, acute GVHD, c'est des malades qui faisaient de la maladie de greffon aiguë au début de la greffe. Et puis chronique, ce sont ceux qui font de la maladie de greffon plutôt tardive, un peu plus tard. Et on voit que ces patients qui font de la maladie du greffon aiguë, mais surtout chronique, rechutaient beaucoup moins de leur maladie que ceux qui ne faisaient pas de maladie de greffon. Et donc, on se dit, tiens, l'incompatibilité immunologique entre donneur et receveur est utile. Tiens, faire un petit peu de maladie de greffon aussi est utile. Alors, pour vous résumer ça, on a donc découvert qu'il y avait non seulement le conditionnement pré-greffe dans les autogreffes comme dans les allogreffes qui permettaient de tuer des cellules leucémiques, mais peut-être qu'une partie des cellules leucémiques, mais qu'on avait aussi cet effet du greffon dû aux lymphocytes, et on a pu identifier que c'était les lymphocytes du greffon qui étaient responsables de cette attaque, de cette reconnaissance et de cette attaque, destruction de cellules leucémiques qui auraient résisté aux doses massives de chimio de rayon. Donc ce système immunitaire est très puissant, puisque même des doses les plus fortes imaginables qu'on puisse utiliser de chimio et de rayons, les cellules cancéreuses peuvent encore résister, mais le système immunitaire peut encore en venir à bout. Et ça, évidemment, ce n'est possible que dans les allogreffes. Si le malade est son propre donneur, le système immunitaire qu'on lui greffe, évidemment, c'est son propre système immunitaire. Il est déjà habitué à tolérer les cellules cancéreuses et il ne va plus les attaquer. Tandis que les cellules d'un donneur sain, mis en présence nouvellement de ces cellules cancéreuses, vont pouvoir les attaquer et les détruire. Alors ça, je vais passer parce que ça explique la même chose, mais de façon plus compliquée. Et donc simplement pour vous dire que selon qu'on ait affaire chez le malade à une maladie bénigne ou à une maladie cancéreuse, on ne va pas choisir le même donneur. Quand on a affaire à une maladie bénigne, non cancéreuse, ben le seul but de la greffe, c'est de reconstituer une bonne moelle qui fonctionne bien, et on ne veut surtout pas avoir de la maladie du greffon contre l'autre, et on n'a pas besoin de l'effet greffon contre tumeur puisqu'il n'y a pas de tumeur. Et donc on va choisir le donneur le plus compatible possible, le jumeau vrai, c'est le donneur idéal. Tout le monde n'a pas un jumeau vrai évidemment, mais quand on en a un, c'est le donneur idéal. Par contre, quand on a un cancer, on ne va surtout pas prendre le jumeau vrai. Pourquoi? Parce qu'on va perdre cet effet du greffon contre la tumeur, et on va avoir beaucoup plus de rechute de la leucémie, et donc on choisira plutôt un frère ou une sœur qui n'est pas un jumeau vrai, mais qui doit bien entendu respecter quand même une compatibilité correcte avec le patient. Cet effet du greffon contre la tumeur, on peut encore en prendre bénéfice, même si après la greffe, le cancer rechute, la leucémie rechute. Ça peut arriver. La leucémie rechute, il n'y a peut-être pas eu beaucoup de maladies de greffon, ou c'est une leucémie méchante qui résiste même à l'effet de la greffe. Et on voit ici une moelle en blanc, c'est la moelle du donneur qui s'est bien implantée, mais on voit réapparaître quelques cellules cancéreuses dans cette moelle. Qu'est-ce que l'on peut faire? On peut alors redemander au donneur de revenir passer sur la machine
pour prélever des cellules, mais on ne va plus prendre des cellules souches, puisque toutes ces cellules sanguines, les cellules souches sont toujours bien là, elles sont bien implantées, on n'a pas besoin de regreffer une nouvelle moelle entière. On va lui prélever des cellules de son système immunitaire qui circulent naturellement dans le sang, des lymphocytes. On va lui prélever des lymphocytes dans le sang et on va retransfuser au malade qui a rechuté malgré la greffe. On va lui transfuser de nouveaux lymphocytes qui n'ont jamais été en contact avec ce cancer et qui vont pouvoir reconnaître ces cellules leucémiques et les détruire et réobtenir une moelle saine simplement par la simple transfusion de lymphocytes. Alors, on a poussé encore ça un petit peu plus loin en se disant, tiens, est-ce qu'on pourrait pratiquement se passer pratiquement totalement du conditionnement pré-greffe de haute dose de chimio de rayon, parce que c'est quand même très toxique, beaucoup d'effets secondaires. On ne peut pas l'appliquer à tout âge, on s'arrête généralement à 55 ans, au-delà ça devient quand même difficile à tolérer. Et donc, est-ce qu'on pourrait se passer de ce conditionnement et tout miser sur l'effet du greffon contre le cancer? Eh bien, ce n'est pas encore tout à fait possible, mais on en approche. Et vous voyez ici une moelle d'un patient, cellules en mauve, cellules saines, et puis en rouge, des cellules leucémiques. On va faire un conditionnement, mais à faible dose, qui n'a presque pas d'effet antileucémique, peu d'effet antileucémique, et qui sert juste à calmer le système immunitaire du malade pour l'empêcher de rejeter la greffe. Donc il a un effet anti-rejet, mais pas beaucoup d'effet antileucémique. On va greffer les cellules souches, et on va donner après la greffe un fort traitement immunosuppresseur pour empêcher le rejet du greffon. Et on va obtenir ce qu'on appelle une chimère, c'est-à-dire que si on regarde maintenant la moelle osseuse, on a des marqueurs moléculaires, etc. On va regarder la moelle osseuse par exemple 1 mois ou 2 mois après la greffe, et on va voir qu'il y aura un mélange. Bien sûr, il y a des cellules du donneur en vert, mais il y a toujours un peu de cellules saines du malade et un peu de cellules leucémiques du malade. On n'a pas détruit, puisqu'on a donné de faibles doses de chimiothérapie, de conditionnement, on obtient un chimérisme mixte. Si on veut, ce n'est pas toujours nécessaire, on peut redonner en plus de nouveaux lymphocytes. Mais parfois, ça se fait tout seul, et progressivement, au bout de quelques mois seulement, on obtient un chimérisme complet, toute la moelle est devenue saine. Donc ça ne se fait pas comme dans les greffes classiques, on détruit tout et on remplace du premier coup et tout est du donneur immédiatement. Ici, on passe par une espèce de mélange et progressivement, c'est la moelle du donneur, le système immunitaire du donneur qui prend le dessus. Il ne faut pas croire que c'est un traitement en moindre mesure. Voilà un exemple ici. C'est une image qu'on obtient dans un PET scanner, donc c'est une forme de scintigraphie qui va injecter un glucose radioactif qui va spécifiquement aller se fixer dans les cellules cancéreuses. Donc vous avez ici en noir toutes les zones où cette substance radioactive va se fixer, et ça montre tous les ganglions malades de ce malade. Il y en a au niveau du cou, en haut de l'image, il y en a dans tout le ventre, en bas de l'image. Donc ce malade a plein d'un cancer. Ce cancer a résisté à la chimiothérapie, il a déjà eu plusieurs lignes de chimiothérapie, il a déjà eu une autogreffe avec de très hautes doses de chimiothérapie, le cancer a résisté, il est très actif. On lui fait simplement la mini-greffe où on met en jeu uniquement l'effet du greffon contre le cancer, et vous voyez que toutes les zones cancéreuses ont disparu, sauf ce que l'on voit, c'est le cœur, c'est pas du cancer, c'est le cœur, et en bas c'est la vessie qui recueille le produit après l'injection, mais tous les cancers a disparu, rien que par l'effet du greffon contre la tumeur. Alors je vais terminer. Là, je vous montre ce qui se pratique, je dirais, de façon très large. On le pratique partout, pas partout, dans des centres évidemment spécialisés, mais dans beaucoup de centres en Belgique et dans le monde. On essaye évidemment d'améliorer les choses, de faire moins de maladies de greffon et plus d'effets du greffon contre la leucémie. C'est vraiment le problème, c'est que quand on le fait de façon simple comme ça, on a souvent les deux en même temps. On a de la maladie du greffon, effet secondaire, et en même temps, plus on a maladie de greffon, plus on a de l'effet contre le cancer. Évidemment, c'est
une question de balance. Il ne faut pas trop de maladies greffons, mais il en faut quand même le plus possible d'effets contre le cancer. Et on essaye de séparer, si possible, les deux. Alors, ça je vais passer. Mais une des façons qui s'est appliquée, c'est de se dire, tiens, dans les lymphocytes du greffon qui attaquent le cancer, est-ce qu'il n'y a pas des sous-populations de lymphocytes, des catégories lymphocytes, des sous-groupes de cellules qui seraient plus anticancéreux et d'autres qui seraient plus provoquant la GVH. Si on peut éliminer ceux qui donnent la maladie de greffon et garder les anticancéreux, ben, ce serait simple. Alors, on a essayé, par exemple, d'enlever dans le greffon de cellules souches spécifiquement les lymphocytes CD8, c'est une catégorie de lymphocytes, en se disant si on enlève ceux-là, ils sont plus responsables de la maladie de greffon, ben, on va avoir moins de maladie de greffon, mais peut-être qu'on va conserver très bien l'effet anti-leucémique. C'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est de se dire, tiens, ces lymphocytes, je vais les donner tels quels, tous les lymphocytes pour avoir l'effet anticancéreux le plus fort possible, mais je vais leur insérer dans leur génome un gène qu'on appelle un gène suicide, c'est-à-dire un gène qui va être inséré dans les lymphocytes, qui ne va pas les modifier dans leurs propriétés anticancéreuses, mais après avoir injecté ces lymphocytes au malade, tant que le malade ne fait pas de maladie de greffon importante, on laisse les lymphocytes agir contre le cancer, mais le jour où les lymphocytes vont trop réagir contre le malade, donner trop de maladies du greffon, on va donner un médicament qui va tuer spécifiquement les lymphocytes dans lesquels on a inséré le gène. C'est un gène d'un virus banal, d'un virus herpétique, de l'herpès, et ce gène rend les lymphocytes sensibles à un médicament anti-herpès. Et donc, la maladie de greffon se développe, on donne un médicament qui va tuer les lymphocytes et arrêter la maladie de greffon. C'est déjà, dans des essais cliniques, chez les patients, c'est déjà quelque chose qui se fait. Un autre exemple de ce que l'on peut faire, c'est de se dire, dans les populations de lymphocytes, il y a des lymphocytes, en schématisant très fort, hein, deux grandes catégories, des lymphocytes effecteurs, c'est ceux qui agissent, qui vont donner la maladie de greffon, qui vont donner aussi l'effet antileucémique, mais qui vont notamment donner la maladie de greffon, et puis des lymphocytes régulateurs, qui sont là un peu en quelque sorte pour, très schématiquement, calmer les autres, les empêcher d'agir trop, ne pas les laisser avoir une activité débordante. Et donc, au milieu, vous avez un individu sain, il a un bon équilibre entre les lymphocytes effecteurs, qui jouent leur rôle, et les lymphocytes régulateurs, qui sont là pour les calmer. Dans la maladie du greffon contrôleur chronique, on a constaté que les lymphocytes effecteurs prenaient le pas sur les régulateurs. Les régulateurs étaient en moins grande quantité et étaient moins efficaces. Et par contre, dans un cancer, bien souvent, les lymphocytes T effecteurs sont moins actifs. Par contre, les régulateurs sont plus actifs. Et donc, en gros, le système immunitaire, là, il ne fonctionne pas assez. Il laisse se développer le cancer. Et à l'autre bout, dans la maladie du greffon, le système immunitaire est trop actif et il s'attaque aux organes sains du malade. Et donc, comment peut-on rétablir l'équilibre? Il y a deux façons. Une première façon, c'est peut-être de demander au donneur de donner des lymphocytes et de faire un tri dans ces lymphocytes et de garder uniquement les lymphocytes T régulateurs du donneur. Et si le malade fait de la maladie du greffon contrôleur chronique, on lui réinjecte des T régulateurs. Et ça, c'est une étude que l'on va commencer chez nous fin d'année. On va traiter des malades qui ont une maladie greffon contrôleur chronique par des lymphocytes T régulateurs. Une autre façon de faire, et qui a déjà été faite, c'est de traiter le malade par de petites doses d'une substance naturelle, mais produite par génie génétique, qui s'appelle l'interleukine 2, et qui a comme propriété, notamment,
lorsque on est en situation de maladie du greffon contre l'autre chronique, de petites doses d'interleukine 2 vont permettre de rétablir la balance, de rendre les T régulateurs plus efficaces et les T effecteurs un peu moins actifs, mais surtout les T régulateurs plus efficaces pour contrôler les T effecteurs. Et donc l'idée qu'ils ont eue, et ça a été publié l'an passé, c'est de traiter ces malades avec maladie greffon contre le chronique par un petit peu d'interleukine 2. Alors les photos ne sont pas très parlantes, mais vous voyez qu'une maladie de greffon, quand elle est importante, ici, c'est quand même des lésions cutanées très manifestes qui peuvent être très difficiles pour le patient. Et vous voyez qu'après un traitement par interleukine 2, on peut voir sur les graphiques en dessous que la population de lymphocytes T régulateurs chez le greffé augmente et l'effet clinique est une réduction de l'activité de la maladie du greffon. Et ceci, on est déjà seulement à 8 semaines de traitement. Et donc, on peut espérer qu'à plus long terme, cette maladie du greffon va complètement disparaître. Une autre façon d'agir, c'est quelque chose qui est aussi déjà utilisé en clinique, c'est utiliser les propriétés d'autres cellules souches mésenchymateuses, cellules souches qu'on appelle les cellules souches mésenchymateuses. Ce sont les cellules souches qui se trouvent aussi dans l'os, mais là, ça fabrique de l'os, du cartilage et de la graisse. Ça, c'est leur fonction de différenciation normale, c'est de fabriquer de l'os, du cartilage et de la graisse. Une autre fonction, c'est de sécréter des substances qui aident les cellules souches hématopoïétiques à bien se développer. Elles peuvent aussi, dans la médecine régénérative, se différencier dans d'autres tissus, mais je n'insiste pas. Mais elles ont, et c'est ça dont je veux parler, aussi des propriétés immunosuppressives. Donc ce sont des cellules qui vont calmer le système immunitaire, qui vont diminuer l'activité des lymphocytes T effecteurs. Et on peut prélever de la moelle osseuse des cellules souches mésenchymateuses dans la moelle osseuse de donneurs sains, les cultiver dans des conditions très stériles au laboratoire pendant 3-4 semaines, les mettre dans une poche et les congeler, et constituer ainsi une banque de cellules souches mésenchymateuses disponibles au cas où un patient a besoin d'être traité. Et on peut alors les injecter par voie intraveineuse. Donc ce n'est pas très compliqué à réaliser. Et ces cellules peuvent être utilisées dans toutes les situations où on veut calmer le système immunitaire. Par exemple, dans les greffes de cellules souches hématopoïétiques, s'il y a de la maladie du greffon. Par exemple, on le teste également dans les greffes d'organes pour diminuer le risque de rejet. Exemple, ils sont également testés dans certaines maladies auto-immunes où le système immunitaire est déréglé. On va essayer, au lieu d'utiliser des médicaments avec beaucoup d'effets secondaires, d'utiliser ces cellules qui n'ont pas d'effets secondaires pour traiter toutes ces situations. C'est juste un exemple. Et je vais terminer par la dernière diapositive. Jusqu'ici, je vous montrais les progrès de la thérapie cellulaire qui essaye de calmer la maladie du greffon. Maintenant, je vais vous montrer une des choses qu'on peut faire pour essayer, au contraire, d'avoir un effet antitumoral plus important après la greffe. Et c'est par exemple ce qu'on appelle une vaccination par des cellules dendritiques. Donc on a un patient qui est cancéreux, on va lui collecter ces cellules. Dans ces cellules, il y a en vert des cellules normales et il y a quelques cellules leucémiques. Ils ont marqué WT1. Pourquoi WT1? C'est un gène particulier qui est surexprimé dans les leucémies. On lui collecte ces cellules et ces cellules, on va au laboratoire les cultiver. Ça prend en gros une huitaine de jours et les forcer à se différencier. Donc ce sont de banales cellules sanguines, mais on va les forcer à se différencier dans un type de cellules immunitaires bien particulier qu'on appelle les cellules dendritiques. Ces cellules dendritiques, on va les transfecter, c'est-à-dire qu'on va y injecter à l'intérieur de ces cellules l'ARN messager de gènes surexprimés par les cellules leucémiques, qui est le gène WT1. Donc ce sont les cellules qui vont avoir une surexpression du gène de WT1 dans les cellules et vont exprimer alors à leur surface beaucoup d'antigènes WT1. Et les cellules dendritiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cellules qu'on appelle présentatrices d'antigènes. Donc quand elles ont un antigène à leur surface, elles vont le présenter au système immunitaire
pour lui dire j'ai rencontré quelque part des cellules anormales qui ont cet antigène, réagissez un petit peu et allez détruire ces cellules anormales. Et donc ce sont des cellules que l'on peut ensuite réinjecter par voie sous-cutanée. On fait des petites injections sous-cutanées de ces cellules dendritiques porteuses présentant le WT1 au système immunitaire du patient, qui va être boosté par ces vaccinations et qui va commencer à réagir contre WT1, c'est-à-dire contre les cellules qui expriment beaucoup WT1, c'est-à-dire les cellules leucémiques. Donc voilà un exemple de quelque chose qui est aussi, on a un protocole maintenant au niveau de la Belgique, qui est un protocole commun à tous les centres belges, qui va porter ce principe chez des malades et essayer de soigner mieux le cancer après la greffe de cellules souches hématopoïétiques.